Je m'appelle Nora Cornol, j'ai actuellement 34 ans, je suis combattante UFC, je pratique le MMA depuis 3 ans et demi maintenant. On parlait justement de mon premier combat qui était il y a 3 ans tout pile. J'ai un passif en Muay Thai, j'ai pratiqué environ en cumulé 8 ans, je dirais, 7-8 ans. Ouais. Plusieurs titres à mon actif. Mon record en MMA, je crois qu'il est de 8 victoires pour une défaite, si je dis pas de bêtises, avec des finishes pour la plupart et une décision. Voilà. Bon, on va commencer par le commencement. J'ai un grand frère qui a 7 ans de plus que moi, qui a commencé par les arts martiaux, donc judo, taekwondo, jiu-jitsu japonais. J'ai voulu tout faire comme lui à chaque fois. Et puis je pense qu'il y avait un petit peu un mouvement, je sais pas, dans les années 90 où les parents ils inscrivaient leurs enfants au judo, donc forcément les arts martiaux. Par la suite, je suis arrivée tardivement finalement au sport de combat parce que mes parents n'étaient pas trop chauds pour les sports à impact. Donc je suis passée par du basket pour finalement, à 21 ans, dire ok, je fais ce que je veux. Et j'ai fait 1 an de kickboxing. Et puis ensuite, j'ai enchaîné sur le Muay Thai lors d'un... En fait, j'ai une amie qui voulait me convaincre et je lui disais non mais c'est trop violent, je peux pas faire un sport pareil. Et puis j'étais en Thaïlande dans le cadre de mes études. J'étais en stage là-bas et puis j'en profitais pour aller m'entraîner le soir. Ma vie ça a toujours été du sport en fait, donc je devais forcément avoir une activité physique. Et j'ai découvert ça là-bas. J'ai fait mon premier combat en Thaïlande à Bangkok. Mais voilà, c'est comme ça que tout a commencé. Et puis j'ai eu une pause à un moment. Il y a eu le Covid aussi en même temps. Donc par les problèmes de santé que j'ai déjà abordés et tout. Et puis quand il a fallu revenir, le paysage du Muay Thai en France, il était un peu mort. Il fallait que je me lance dans de nouveaux challenges, puisque je pense que le Muay Thai atteint ses limites sur plusieurs aspects. Et notamment quand tu te dédies autant de temps et que tu veux avoir un avenir dans le sport, déjà financièrement, il faut que ça suive, ce qui n'était pas le cas. Donc je me suis dit, je vais tester le MMA et j'avais quoi? Il y a 3 ans, j'avais 31 ans, donc voilà. Mon gros problème quand j'étais petite, je faisais que me battre en fait. Je faisais que me battre et au basket, je faisais que me battre. Je faisais que me battre en fait. Dans la cité, je faisais que me battre avec les garçons jusqu'à ce que ça atteigne une certaine limite quand je suis rentrée au collège parce que c'était plus la même force de frappe. On n'était plus trop égalitaires. Et ils le savaient, mes parents, et j'avais quelque chose à canaliser depuis que je suis gosse, tu vois. Pourquoi ils voulaient pas, alors que c'est peut-être quelque chose qui m'aurait canalisé très jeune, très tôt. Je pense que c'est plus, ils avaient un grand garçon, ils avaient une fille. Voir leur fille faire des sports de combat, c'était pas leur... ils avaient peur que je me fasse abîmer ou je sais pas, en fait. Franchement, j'avais 15 ans quand je leur ai demandé. Et je t'avoue n'en avoir jamais rediscuté avec eux. Mais tiens, je leur poserai la question. Mais je ne saurais te dire, Et toi, tu saurais expliquer pourquoi tu étais autant bagarreuse ou c'était dans ton caractère? En vrai, c'est une question intéressante que tu poses. Bien sûr qu'en réalité, ça ne me dérange même pas de m'étendre sur un sujet si personnel. Mais qu'on soit d'accord, toutes les personnes qui pratiquent les sports de combat et je sais pas, la boxe thaï ou le MMA à un certain niveau, on a un grain quelque part. Je veux dire, c'est pas un sport normal, c'est pas un sport pour tout le monde. On n'est pas tous faits pour ces sports-là. Et quelque part, c'est que, il y a... il y a quelque chose à régler quelque part. Après, chacun le voit comme il veut, chacun le conscientise comme il veut. C'est un travail de recherche, d'introspection aussi. Oui, tu sais, si quelque part il y a une rage, il y a une colère, il y a quelque chose à extérioriser, c'est pas pour rien, il faut voir d'où ça vient. Maintenant, c'est bien de trouver un cadre correct, respectueux et légal pour le faire. Et voilà. Je me pose pas autant de questions. J'exécute seulement et je me dis waouh, je suis enfin dans mon élément. Tu sais, je vais pouvoir expulser tout ça, j'ai enfin mon exutoire. Et c'est comme si d'un coup, il y a quelque chose, genre
assets voilà, que tu as en toi, que tu peux mettre à profit, je sais pas si on peut dire ça, tu vois, mais en tout cas, que ça peut servir et que ça peut t'emmener quelque part, en fait. C'est-à-dire que la question, elle se pose pas, je me dis, ouais, je suis faite pour ça. Donc ouais, j'y trouve ce que je veux, parce que j'y trouve... Non mais on garde, jamais c'est reconnu, incroyable. par contre. Je l'ai pas reconnu non plus, mais on garde, c'est incroyable. Cœur sur mon coach. Oui, c'était Johnny Fresh. On va monter le son il a sur même ça. pas calculé que j'étais en interview. C'est génial. Il est ouf ce mec. Sacré Johnny. Ah, je te jure. En gros, t'as trouvé ton bonheur, quoi, là-dedans. Ouais, je trouvais mon bonheur. En fait, j'allais te dire par les aspects techniques, par machin, mais en vrai, c'était pas si technique quand j'ai appris. Vraiment, la technicité, ça a été peaufiné avec mon coach Redouane, qui est toujours dans mon coin actuellement, qui est celui avec qui vraiment j'ai appris les armes du Muay Thai, tu vois. Oui, c'était ce que je recherche parce qu'il y a de l'opposition, il y a de la confrontation, tu rentres sur un ring, c'est que la meilleure gagne. Puis surtout, tu sais, moi, quand je repense à cette époque-là, tu vois, 23-24 ans, mais j'avais une dalle, je voulais me mettre sur la tronche, c'était génial. En fait, t'as une fougue qui est incroyable quand tu découvres, et puis à cet âge-là, où vraiment, tu te sens... T'as ce truc encore, parce que pour moi, tu connais pas encore grand-chose à la vie, c'est vraiment, t'apprends à partir de ta 3e décennie, tu vois, mais tu te sens un peu... Ouais, quelque part, je sais pas, un peu invincible, puis je m'entraînais tellement dur et tout, et je me disais, ouais, je suis faite pour ça, en fait. C'est pour moi, je vais aller quelque part, en fait. Voilà. Du coup, tu fais ton arrivée dans le MMA à 30-31 ans. 31 ans, Ce qui aujourd'hui peut être considéré comme une arrivée tardive, vu que tout le monde commence beaucoup comme plus une jeune. vieille. Toi, ça n'a pas été un frein, tu avais toujours cette dalle, même en commençant le MMA à 30 ans passés? C'est même pas tant une question d'âge, c'est question de mon histoire et tout ce qui s'est passé. Comme je te dis, j'ai découvert pour ma thyroïdite d'Hashimoto un petit peu avant le confinement, même pas pendant le confinement en fait, parce que j'avais commencé à prendre du poids. Je montais à 83 kilos et je comprenais pas pourquoi. Donc ça c'est le symptôme le plus gênant pour faire un sport à catégorie de poids, mais à tout le reste aussi. Quand ta thyroïde elle fonctionne mal, c'est le bordel dans ton corps, tu vois. Et t'as plus envie de rien, t'as des symptômes type aussi dépression et tout, tu vois. Donc t'as plus envie de rien. Donc à ce moment-là, tu me parles de sport de combat, bah moi je t'en parle avec le cœur brisé. Et puis surtout quand t'as des médecins qui te parlent et qui te disent que ouais, faut oublier que pour retrouver un poids de forme tel que j'avais, c'est vrai que j'ai pas retrouvé mon poids de forme. Mon poids de forme avant la maladie, il était à 64 kilos, tu vois. Mais que je pourrais jamais recombattre parce que du coup ça nécessite que l'organisme fonctionne d'une certaine façon, que machin les réserves d'ATP, blablabla, et que ça se régénère pas comme il faut, tu vois. Et c'est une réalité, je régénère pas comme il faut, tu vois. Mais aujourd'hui, tu peux pallier à ça en passant par plein de facteurs en fait. Donc je fais en sorte de maintenir une bonne santé. Et finalement, quelque part, quand je regarde cette période avec du recul, je me dis j'avais une dalle et une combativité, mais que je voyais pas à l'époque. Parce que mine de rien, si je suis là aujourd'hui, si je suis en face de toi en train de te parler pour mon 3e combat à l'UFC, 4 ans après tout ça, c'est que quelque part, j'ai pas lâché le steak et que c'était important pour moi, au-delà de leur donner tort, tu vois, de me dire que non, je suis pas qualifiée et définie par une maladie et que je pouvais revenir. Donc j'ai mis tout en œuvre pour ça. Quand j'ai recommencé à m'entraîner, on le sait maintenant, hein, mes 2 premières années, je les ai faites avec Mathieu Nicourt, qui était un ami à l'époque. J'ai connu en fait en dehors du cadre du MMA, plutôt sur du tournage, genre de l'acting. Et il s'avère que j'ai découvert, un peu les techniques et tout avec lui, tu vois. Et surtout, pendant cette reprise qui a eu lieu du coup en janvier 2021, j'avais vraiment arrêté toute activité physique en décembre 2019, je te dirais. Enfin, c'est le fait que mon kiné, donc gros big up à lui, plein de love sur lui, m'a présenté en fait des amis à lui qui étaient préparateurs physiques, et c'est comme ça que j'ai connu mon préparateur physique, à savoir que je n'ai jamais fait de préparation physique de ma vie. Donc j'ai découvert en avril 2021 avec Steve de Laval, et en 3 mois, il m'a transformé en machine en fait. Avec Emma Dahl et son expertise et le fait surtout qu'il sache s'adapter à ma condition en fait,
ça a été incroyable parce que lui non plus, il n'y connaissait rien à tout ça. Et moi-même, je ne savais pas que la préparation physique et de travailler le corps d'une autre manière allait avoir tous ces effets bénéfiques sur moi. Et quand j'ai vu ma transformation, et bah, tu as vu du coup mon premier combat, tu as vu la guerre que c'était, je veux dire, se relever d'un knockdown à 40 secondes du premier round par Jacqueline, faut le faire, tu vois. Je peux dire que du coup j'ai commencé ma carrière par une défaite. Après toutes ces péripéties que je t'ai évoquées, je pense que ouais, faut quand même une petite dalle, il faut quand même un mental, il faut être solide, quoi. Quand je me lance dans un truc, je me dis c'est pour être la meilleure, tu vois, c'est pour faire de la compétition. J'ai jamais connu le sport sans compétition en fait, tu vois. Et je me suis dit ok, j'arrive pas en MMA les mains vides, j'arrive avec un méga bagage en Muay Thai. Et en fait, si tu regardes, en vrai, le Muay Thai il est pas méga exploité en fait dans la cage, ou pas comme il devrait, tu vois, un petit peu mais sans plus. Et je me suis dit, moi, j'arrive avec un atout, en plus, un atout indéniable. Maintenant, comment je l'adapte? Est-ce que je réussis? Je fais des compétitions, je fais des combats, j'ai envie de passer les combats. Et je me dis, ok, t'as 31 ans, on est en 2021. Concrètement, si fin 2022, début 2023, t'es pas là quelque part dans une grosse orga, pas spécialement l'UFC, moi mon objectif c'était vraiment de viser une grosse orga où enfin, après tant d'années de combat et tant d'années en Muay Thai, bah, une organisation où je suis payé à ma juste valeur, où je suis reconnu et c'est pas juste on me donne de l'argent de poche pour aller acheter des bonbons, après t'être tapé sur la gueule et finir à l'hosto, quoi, tu vois. L'UFC ou une autre orga, JB... Donc mon manager, pour ceux qui n'auraient toujours pas compris de la VTT, il était focus sur l'UFC. Il me dit au pire, il y a une Victa, machin, truc. Moi, ce qui me comptait, c'était que je sois signé là et que je sois sûr d'avoir des vrais cachets après chaque combat, tu vois, et que je sois plus là à galérer, à devoir courir après les combats comme je l'ai fait, début 2023, où j'ai fait 3 combats en 8 semaines, un à l'orga française qui se fait remarquer en ce moment pour ne pas les citer parce que... cette même organisation qui a failli m'empêcher, et toi, c'est ta super exclu, ton super crousty qui ont voulu m'empêcher de signer à l'UFC, et du coup 2 autres à l'UAE Warrior. Tu vois, courir après les combats pour avoir un truc super positif, pour avoir des finishes, tu vois, j'en avais marre en fait, c'est parce que tu kiffes, mais qu'à moitié, tu vois, parce que tu es en mode à essayer de courir derrière, machin. Et la nouvelle arrive quand JB commence à parler avec l'UFC, je crois, genre début 2023. Vite fait, tu vois, et puis au mois de mai, tu vois, pas trop de nouvelles, et je lui dis écoute, moi concrètement, là je vais faire une pause, je vais m'occuper d'autres choses, de ma vie de femme, je veux fonder une famille, je veux faire toutes ces choses, donc si là, c'est mort, en vrai, je vais peut-être back off un peu avec le MMA, quoi. Et puis il relance l'UFC, et une semaine après, il m'appelle et il me dit bon, t'es signé sur 4 combats à l'UFC, il me dit est-ce que t'es bien assise? J'étais dans le train, j'étais en train de partir à l'entraînement, et quand il m'annonce la nouvelle, j'étais vraiment dans un mode où je devais prendre une décision extrêmement importante à cette période de ma vie. Et en fait, le fait qu'il m'annonce ça, je me suis dit ok, bon bah il n'y a pas plus gros signe, tu vois. Donc voilà, ça arrivait après 2 ans et demi de pratique, on me signait à l'UFC sans premier combat annoncé, parce que l'UFC Paris de l'année dernière, on me le propose 2-3 semaines après, tu vois. Et voilà comment nous arrivons à Nora à l'UFC. D'ailleurs, pour ajouter, tu me disais si je me voyais construire, et je te disais à l'UFC, que je te disais qu'il y avait plusieurs facteurs. Il y a aussi le fait que c'est indéniable, là, dans les 61 kilos, je crois qu'on est 36, et j'ai vu l'état de la KT, l'état. Et je me dis, non, je peux vraiment réussir à faire quelque chose. C'est pas la plus grosse KT. Sur les 36, pour moi, il y en a 30% qui sont vraiment bien, tu vois. Pour moi, je te dis, quand je commence un sport, ça allait au plus haut. Tu vois, si je rentre à l'UFC, c'est pas pour dire hey, coucou, je suis à l'UFC. Non, moi, je vais aller chercher la ceinture, tu vois. Donc voilà, ça c'était à noter. Invité surprise, donc non. Très contente de faire mes débuts. Les gens ne me connaissaient pas forcément, pour ceux qui ne suivent pas les sports de combat. Après, ceux qui connaissent le Muay Thai, ils me connaissaient. J'avais pas
Voilà, maintenant on attendait de voir ce que je donne dans une cage. Mais après, en tant que combattante, j'avais pas de preuves à faire, tu vois. En tant que combattante, je suis une combattante aguerrie, j'avais ma carrière derrière moi. Que ça plaise ou que ça déplaise, c'était le cas. Voilà. Ce premier combat à l'UFC, tu le remportes par décision. Ouais. C'est ta première victoire à la décision. Tu avais 6 victoires, 6 finishes. Ouais. J'imagine que tu savoures quand même cette victoire quand elle arrive, mais Pas vraiment. voilà, justement, est-ce que justement tu te dis « Ah, j'aurais aimé poursuivre cette série de finishes quand même ». Bah, de fou. Bah, preuve en est, tu vois, quand on me demande pour Mélissa, mon combat de Vegas, là, au mois d'avril, je suis contente d'avoir renoué avec les finishes, tu vois. Ouais, pour Jocelyne, donc pareil, l'année dernière, je savais que ça allait être... Enfin, je sais pas, je pense qu'il y a beaucoup de paramètres. Il y a le paramètre de... c'est mon entrée à l'UFC, je viens de signer, c'est mon premier combat. C'est Bercy devant, je vais pas dire toute la France, mais presque quoi, tu vois, avec 16 000 personnes, jamais fait une arène aussi grande. Et puis surtout, en face, on n'en a pas assez parlé, mais quand tu vois tous les nouveaux entrants à l'UFC, hommes-femmes confondus, français ou pas, moi j'arrive avec mon 0-0 à l'UFC, et elle est déjà, je sais pas, elle était à 12-4 ou un truc comme ça, c'était sa 7e apparition à l'UFC, on m'a pas mis n'importe qui. Donc j'aimais bien dire, ouais l'UFC, ils me prennent au sérieux, machin, genre ils me proposent quelqu'un de sérieux, peut-être qu'ils voulaient juste m'étendre, tu vois, j'en sais rien. J'ai toujours pas la réponse aujourd'hui, et ça on le saura qu'avec le temps, je pense, en fonction de la stratégie qu'ils adoptent pour moi, et en fonction de mes résultats aussi, bien sûr. Mais... ouais, c'était un combat pas évident, dans le sens où, pas parce qu'elle était particulièrement forte ou quoi en fait, bah, elle avait plus d'expérience, ça c'est indéniable, mais c'est surtout que, tu sais, quand on analysait ses vidéos, on réalisait que, enfin tu sais, c'est une nana qui a beaucoup été critiquée sur ses victoires de décision partagée, parce que beaucoup de gens disaient ouais mais c'est du vol et tout, machin, nanana, mais en réalité, c'est une fille qui connaît super bien son règlement. Elle connaît son règlement, elle compte les points, elle sait à quel moment et tout. Après, je pense que sur notre combat, c'est trop reposé sur l'ancien règlement, comme beaucoup de personnes quand j'ai pu voir certaines choses passer. Mais la réalité, c'est que j'ai fait plus de dégâts. La réalité, c'est que j'avais aussi, dommage, une possibilité de la terminer à la fin du second round sur l'étranglement arrière. Mais voilà, écoute, c'était bien de tester 15 minutes dans la cage à l'UFC. Écoute, à Bercy, c'est pas mal. Un petit mot quand même sur Bercy, tu as parlé du public. Ouais. À quel point il t'a aidé, il t'a transcendé ce public? Raconte-nous un peu l'expérience. Quand je suis dans le combat, tu vois, comme je dis, c'est seulement quand j'ai regardé de nouveau mon fight au début de la 3e reprise où j'entends la foule scander Nora, Nora, je me dis ah ouais quand même c'était un truc de ouf, tu vois. Mais quand je suis dans mon fight, donc je pense que peu importe le nombre de décibels, mais quelque part, tu sais surtout que t'es chez toi en fait. Donc déjà, c'est sûr que tu te dis ok t'es à la maison, tu dois faire le taf, pour toi, pour ta team et pour les gens qui te regardent et qui te suivent. Et pour rendre les Français fiers en fait. Mais c'était un public de ouf, ça va sans dire. Ils ont fait un boucan pour tous les combats, pour tous les Français. C'était incroyable. Tu les entends, tu sentais les vibrations de la salle depuis les vestiaires, c'était fou. Quoi qu'il arrive, qu'ils te connaissent ou pas, ils étaient derrière toi. Donc ça se trouve, il y avait certains de mes haters dans le public, mais ils ont crié pour moi ce jour-là. Donc tu vois, non mais ça qui est drôle et paradoxal. Mais tu vois, c'est cool d'avoir une ambiance et une effervescence pareille. Ça montre à quel point le public français, il est chaud, quoi. At 29-28 for the winner by unanimous decision, Nora! Et c'est fait! Et le feu! La première victoire française, elle est pour Nora Cornol! Exactement! La première victoire pour la bande de 9! Nora qui ouvre le bal, qui est dans les bras de son staff. Elle dit Sacha, j'ai vu ton regard, t'avais un doute, mais 30-27 deux fois, 29-28. Moi je t'avais dit mon 29-28 était conservateur. Dès que j'ai entendu 30-27, il n'y avait pas de doute, c'est Nora Cornol, c'était impossible que je sois. Tu vas retrouver ce public dans 3 semaines, à peu près 3 semaines et demie. C'est ça, ouais. Est-ce que tu vas pouvoir peut-être plus kiffer à ce moment-là? J'espère parce que du coup, bien évidemment, je suis attendue différemment déjà. J'entre aussi différemment. J'ai déjà eu une première expérience, donc j'ai déjà mes marques quelque part. Même si, je les ai eues qu'une fois, mais voilà, j'espère vite les retrouver. J'ai vraiment hâte, en fait. Tu sais, quand j'essaie de me faire un peu ma petite visualisation dans mes moments semi-tranquillité, semi-méditatif, j'essaie de repenser à toutes les étapes. Sachant que ma mémoire n'est pas exceptionnelle sur les événements passés, mais à chaque fois, j'essaye de, tu vois, genre retracer comment c'est passé depuis le vestiaire, quand on m'a conduit,
quand j'étais là à attendre les rideaux à moitié ouverts, que je voyais déjà un peu de Bercy, puis après l'entrée jusqu'à la cage. Et le fait que j'ai fixé tous ces regards ce jour-là, ouais, j'ai hâte de voir comment le public va être, comment l'ambiance va être. Ouais, non, je me languis de tout ça. Ouais, t'es mort. C'est pas maximal, c'est pas vrai. Tu m'as fait des personnes des as. Arrête, c'était mon plat du pied. C'était mon plat du pied. Ton talon. Non, tu mens. C'est mort. Ah pardon, je vais pas rigoler. J'ai la chance d'évoluer aujourd'hui à l'US Métro avec Johnny Frachet, avec Diego aussi, et toujours avec mon coach de striking, Redouane. Mais surtout, Johnny m'a appris énormément sur ces 6, 7, 8, 9, 10 derniers mois. Ça va faire 10 mois que je suis là. Et je commence à être vraiment complète. Et j'ai plus d'appréhension sur aucun niveau en fait. Et du coup, forcément, le capital confiance en soi, il grandit forcément. Donc je pense que même avant, on peut mettre n'importe qui. Moi, je prends le combat. Mais après, c'est l'approche du combat, comment tu l'envisages. Et là, je visualise une Nora en pleine confiance avec toutes les armes à disposition. Comme quoi, hein, la vie est incroyable. Et en vrai, on ne sait jamais de quoi demain est fait, qu'il ne faut jamais lâcher l'affaire. Et puis, on peut être au 36e de soi à un moment. On ne sait pas ce que Dieu, l'univers, le destin nous réserve. Et en vrai, faut rester accroché, quoi qu'il arrive, en fait. Et j'essaye d'apprendre le mot fier. Je suis fier de moi, dans fierté, tu vois. Et de reconnaître tout ce que j'ai traversé, tout ce que j'ai parcouru et d'être fier de tout ce que j'ai accompli, en fait, tu vois. Et j'approche, tu vois, je te parlais de la fougue à 23-24 ans. Genre 35 ans à la fin de l'année, bien sûr que, tu vois, il y a 10 ans qui séparent ces deux personnes. J'approche les choses totalement différemment, peut-être avec plus de sérénité, une paix intérieure toujours en construction, mais tu vois, vraiment, les choses, elles sont différentes. Parce que, tu sais, comme je le dis souvent, c'est pas deux choses déconnectées, comment t'évolues en tant que personne, en tant qu'être humain, et comment t'évolues en tant que combattant. Plus tu te connais, toi, intérieurement, plus tu arrives à faire ce travail d'introspection, de connaissance de ta personne, plus tu arrives à être un combattant complet. Et c'est super important. Parce que le combat, c'est pas juste ce qui se passe dans la cage. C'est la prépa et toutes les merdes qui vont avec. C'est que ce soit physique, mental, émotionnel, psychologique, personnel, tout ce que tu veux. En fait, il y a trop de choses qui rentrent en ligne de compte. Et c'est un sport tellement difficile, comme je te disais, et tellement demandant que tu as besoin d'être composé, en fait. Donc, quand on me dit, ouais, est-ce que j'aurais dû commencer le MMA plus tôt, machin, non, si j'avais pas eu ma carrière en MMA, si j'avais pas eu mes grosses, voilà, mes gros épisodes et ce qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui, j'aurais pas été la même combattante, tu vois, ça aurait été une version totalement différente. Donc j'accepte juste ce qui se passe à l'heure actuelle et comme ça se passe, quoi. Qu'est-ce qu'on peut attendre de Nora Cornol le 28 septembre ? D'être Nora Cornol. Qu'est-ce que tu vas attendre de plus de Nora Cornol ? D'être Nora Cornol. D'être dans le combat comme dans la vie jusqu'au boutiste et de donner tout ce qu'elle a donné jusqu'au dernier souffle presque et d'être là pour se rendre fière elle, rendre fière sa team, rendre fière son public et faire vibrer, donner des émotions comme je pense j'en ai toujours donné et être dans ce partage en fait. Parce qu'avant tout c'est un énorme partage tout ça. Une note spéciale forcément à mes coachs, Redouane et Johnny, qui sont des hommes extrêmement importants dans ma vie aujourd'hui, qui me permettent d'évoluer, qui donnent énormément de leur temps, de leur énergie et de leur amour tout simplement. Je pense forcément dans tout ça à mon préparateur physique, Steve Delaval, qui donne de sa personne pour que je sois au point. Et puis le cocktail de leur expertise à tous les trois fera que voilà, je peux aller jusqu'au bout dans ce combat. Bien sûr, je remercie mes sparring partners et toutes les personnes qui me donnent de la force et de l'énergie.
aussi derrière ceux qui sont derrière leur clavier, ma famille, mes proches. Et pour tout ça, connectez-vous sur RMC ou prenez vos places ou en tout cas venez, faites quelque chose, mais suivez nos combats le 28 septembre. Et puis on est là pour vous faire vibrer encore une fois.